Bah écoute, Voilà, on peut commencer, Hélène. on peut Bonjour. commencer. Bonjour. Alors, on va parler d'un de tes livres. Je dis un de tes parce qu'il y en a plusieurs. Et pour une fois, on va jouer à l'arroseur arrosé. C'est celui qui écoute qui va parler. C'est la bavarde qui va se taire ou te lire ou te poser des questions. Donc, est-ce que tu es prêt à lâcher prise? Ah ben, je vais voir ça au fur et à mesure des questions. Je ne vais pas anticiper, mais j'espère. Enfin, c'est un peu le but, effectivement, de notre échange, en sachant Alors, que lâcher prise, justement, c'est quelque chose de compliqué pour beaucoup de personnes et pour moi y compris. je sais, je sais. Mais on va tenter. On va Mm, tenter. Il mm. n'y aura pas mort d'homme. Alors, ton livre s'appelle De vous à moi. Et ça me paraît correspondre complètement à ce que j'ai pu en lire. C'est-à-dire, le récit, en fait, il m'a semblé euh, d'une relation problématique de toi à toi et d'une relation problématique de toi à l'autre, à ces vous, donc, que là, tu relis dans ton titre. Tu me dis si je me trompe ou si ça te paraît être un peu un des fils rouges de ce livre. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que la première page, en fait, évoque justement le besoin de reprendre les mots déjà écrits pour aller plus loin. Et en même temps, c'est un livre effectivement de moi à moi et de moi à l'autre, dans le sens où je voulais essayer de raconter les choses singulières, mais aussi universelles. C'est-à-dire que du coup, je voulais parler à l'autre de manière la plus intimiste possible pour essayer justement de le rejoindre. Donc c'est se rejoindre soi, dans l'espoir aussi, en se rejoignant profondément, d'être capable de rejoindre l'autre dans son propre parcours de vie, éventuellement ses mêmes difficultés, ses mêmes questions, ses mêmes souffrances. Voilà, c'est pour ça que de mon côté, ayant compris, j'ai pris le parti de ne retenir que des passages qui sont vraiment très intimes. Donc, quand tu parles de religion, de la condition des femmes, etc., c'est très intéressant, mais je l'ai écarté pour cet entretien-là. D'accord. Parce que là, on retombe sur ce qui peut opposer les uns les autres, les opinions, les théories, Mmh. les pensées. Et c'est pas là où on se retrouve à la jointure de l'être, pour prendre ton expression. Mmh. Alors, ce texte s'ouvre sur deux citations, je vais les lire, mais je ne pense pas qu'il soit forcément nécessaire de les commenter. J'espère que tout le monde comprendra à la fin de notre entretien pourquoi tu les as choisis. La première est de Charles Juliette, ton compagnon de vie dans Les Écrivains, qui écrit « Je sais que révéler à autrui ce qui a été longtemps un honteux secret, c'est s'en délivrer pour une grande part. » La deuxième citation est de Sylvia Plath. J'écris pour une seule raison. Il y a en moi une voix qui refuse de se laisser réduire au silence. Tu as cité un écrivain, excuse-moi, même si c'est Sylvia, hein, qui parle parce qu'elle refuse que la voix en elle soit réduite au silence. Et il me semble que toi, ça fait partie de ta charge, euh, longtemps, ta voix à toi a été réduite au silence et que tu n'as pas eu d'autre choix avant longtemps que d'y consentir, parce que sans doute il y avait un danger. Mmh. Est-ce que c'est ça qui a résonné pour toi dans cette phrase de Sylvia Plath? Ah oui, oui, clairement, hein. Toute la difficulté était en fait de pouvoir prendre la parole à un moment donné, c'est-à-dire une parole qui me soit justement personnelle, dans la mesure où j'ai compris petit à petit que dans l'enfance, j'avais finalement été réduit au désir de mes parents et que finalement leur propre désir bah, finissait par m'étouffer. Et que Et donc, étouffer les tiens. s'il te plaît? Et étouffer les tiens, tes désirs à toi. Ah oui, c'est ça. Donc, étouffer mes propres désirs, au point finalement de ne pas savoir qui j'étais et d'avoir l'impression
de devoir en fait me mouvoir dans un corps qui ne m'appartenait pas non plus complètement, quoi. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si j'étais dissocié par rapport à ma propre existence. D'ailleurs, euh, le livre précédent, dans notre entretien précédent, tu parlais de prendre corps, souvent dans ce livre-là. Dans De vous à moi, tu parles de faire corps avec toi-même. Mhm. Et ton livre commence, ou presque, par cette phrase, et je vais en citer trois autres derrière. Chemin faisant, j'ai passé au crible l'enfance, la religion et ma vie. Tout ce qui est inextricablement lié et a failli me tuer. Ces mots, MAUX, sont ma vérité. Ils sont miens, un peu vôtres peut-être. Je lis aussi perdre mes mots, c'est un peu comme perdre de ma substance. Et encore, trouver les mots pour le dire et tenter de se sauver, sortir du silence et se rejoindre. Et encore, la clé de ma guérison passe par la parole. Donc, Pascal, tu avais besoin pour retrouver tes mots et te sauver et guérir et rejoindre l'autre d'écrire. Oui, j'avais besoin d'écrire, mais en même temps, j'ai aussi besoin de lire pas mal. Et c'est vrai que quand tu parles des mots, je me souviens que j'ai lu un livre qui m'avait déjà extrêmement touché à l'époque, et c'était en candidature à Namur, où en psychologie, on devait choisir parmi une liste de livres un livre, et j'avais choisi Les mots pour le dire de Marie Cardinal. Et j'avais été extrêmement touché et en même temps un petit peu comme choqué de me rendre compte qu'elle osait, contrairement à moi, vider son sac, c'est-à-dire être pleinement charnel et dire son vécu absolument sans phare. Et donc moi, je prenais ça un petit peu, ces En mots-là, défaut, comme étant une certaine violence, et en même temps, ça me parlait. Mais j'étais encore tellement étouffé que voilà, j'ai eu besoin effectivement à un moment donné aussi de passer par l'écriture, puisque je n'étais pas entendu, puisque j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer à l'extérieur auprès de personne. La seule solution que j'ai trouvée à un moment donné, c'était de prendre ma plume ou mon ordinateur, mon clavier, et de commencer à écrire des mots. C'est effectivement ce qui m'a permis d'objectiver un peu mon mal-être. Et le premier livre, ça a été celui que tu as lu, Folie du père, Silence de la mère. Ça a été le premier livre extrêmement douloureux à et écrire. corps, justement. Et là, comme Sylvia Plath, tu ne veux pas que ta voix soit réduite au silence. Et ta voix est d'abord passée par les textes écrits des autres et par ta propre écriture. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, c'est cette phrase de toi, je n'ai pas appris à parler, seulement à devenir mutique. Et je me suis fait cette réflexion, je me suis posé cette question, est-ce que le mutisme était une technique de survie pour garder les choses en équilibre, un conditionnement, un ordre tacite, puisque apparemment le silence régnait de ta mère, ou un apprentissage, ou un alliage de tout ça? Est-ce que tu peux m'expliquer, nous expliquer? Ben, le mutisme, c'est finalement une situation dans laquelle on se retrouve malgré soi, parce qu'en réalité, on n'a pas la possibilité de parler de soi. Donc je dirais que j'étais réduit au silence parce qu'autour de moi, dans ma famille était dysfonctionnante et en même temps, comme personne n'en parlait, bien, je ne parvenais pas à mettre des mots sur ce que nous vivions en famille. Du coup, j'ai été effectivement mutique comme on peut l'être quand on est un survivant aussi, c'est-à-dire pour essayer de se protéger d'un Bien. climat de violence verbale et parfois physique. Eh bien, on a d'autres choix que de se renfermer sur soi pour essayer de se couper aussi de ses émotions. Donc Ce qui c'est fait, plus une technique de survie qu'un apprentissage. bah, le mutisme, oui, non, mais le mutisme, le mutisme, ça a failli me tuer psychiquement parce qu'à ce moment-là, effectivement, on n'est plus capable, en fait, de savoir ce que l'on vit vraiment et on n'est plus capable, du coup, de mettre des mots.
Et puisque les Quelqu'un autres... qui ne dit rien, on dit de lui souvent c'est une tombe, ce qui Hmm, renvoie à une forme de mort, oui, mais je parce me que les suis... mots ont un sens. Oui, tout à fait. Ben, je me suis senti très très longtemps comme enfermé dans une prison dont j'avais pas la clé. Donc c'est vrai que j'avais souvent cette image de moi, en fait, quelqu'un qui était complètement enfermé en lui dans une prison et qui se disait, mais comment est-ce que je vais pouvoir me rejoindre pour pouvoir enfin rejoindre l'autre aussi. Pour Euh, sortir de la prison avec moi-même. oui, ah bah oui, d'abord avec soi pour pouvoir entrer en lien avec l'autre. Voilà, Oui, évidemment, oui, évidemment. tout est lié. Et tu écris, si j'avais su prendre la parole, je n'en saurais pas écrire ces mots, ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a fallu l'écrit pour passer à l'oral, hein, pour Ouais, passer à la voix. ouais, Et tu écris aussi pourquoi avoir intériorisé la nécessité mortifère de se taire plutôt que le besoin vital de parler. Pourquoi avoir inversé les besoins? Alors, je te demande si enfant, tu croyais que se taire était la condition sine qua non pour survivre et ne pas faire éclater la famille, faire exploser ta mère ou toi-même. Parce qu'il y a ta survie, mais j'ai remarqué que les enfants, dans des conditions traumatiques, veulent aussi souvent protéger leur famille, ouais, y compris enfants battus, enfants violés, enfin toutes les formes de maltraitance ou de traumatisme. Le réflexe de l'enfant est de se taire pour survivre, mais pour aussi ne pas mettre en péril ses parents, par exemple, ouais, la cellule familiale. ouais. C'était ton cas aussi? Mais ce que tu dis, c'est très subtil, hein, les raisons pour lesquelles finalement on se tait. Mhm. Mais je pense effectivement que inconsciemment, puisque je n'avais pas d'autres points de comparaison par rapport à d'autres familles où les choses éventuellement se passaient différemment, c'est-à-dire de manière beaucoup plus apaisée, dans ma famille, en fait, les choses étaient assez sous tension en permanence finalement. Et donc j'ai compris avec le recul que mon père étant quelqu'un d'extrêmement instable et Je dépressif, rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi qu'il était schizophrène. voilà, était schizophrène. Et donc, étant particulièrement instable, je pense que l'enfant comprend très vite que s'il veut éviter que la famille se disloque ou simplement éviter de fortes tensions, une agressivité de la part du père, une colère et que ça se termine mal, il faut éviter effectivement d'être soi-même source de cette tension. Et donc, j'ai Après, vraiment... c'est comme se jeter sur une clôture électrifiée, quoi. Oui, mais en fait, je me rends compte que ma façon d'exister et quelque part ma façon d'être reconnu, c'était de jouer à l'enfant sage. C'est-à-dire que j'étais, voilà, ne pas faire de bruit, pas un mot plus haut que l'autre, ne pas avoir de désir propre, enfin, rien qui puisse faire des vagues. Et donc, S'enterrer pour ne pas mourir. ben, oui, quelque part, oui, je pense que je pense qu'il y a de ça, effectivement, s'enterrer pour ne pas mourir, quoi. C'est pour survivre. Et en même temps, cette Pas pour situation, vivre, hein, c'est pour ne pas mourir. oui. Et tu écris, je trouve ça violent, mais pas agressif, violent, façon Marie Cardinal. Que de honte à écrire la noirceur de ma vie, de briser le tabou, de mettre à mort le silence. Donc, en fait, de faire l'inverse de ce à quoi tu t'es senti tenu enfant. Et j'ai remarqué que tu parlais souvent de honte. Hmm. Et il y a la honte à se taire, à faire semblant, à cacher peut-être. Mais est-ce qu'il y avait aussi une honte ou est-ce que ce n'était que de la peur de parler? Est-ce que tu aurais eu honte de mettre les mots sur les choses à l'époque? Ah oui, 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 oui. En fait, j'avais la honte de dire ce que je vivais, qui j'étais finalement, puisque j'étais tellement enfermé en moi que je me trouvais un raté. Enfin, pour moi, j'avais mon idée, c'était en fait mon espoir plutôt, c'était de mourir jeune. En fait, ouais, comme je ne savais pas faire quelque chose de ma vie qui me paraissait effectivement intéressant, j'avais envie de mourir jeune. Et donc, il y a la honte de dire ce que l'on vit
parce que ça paraît effectivement tout simplement honteux d'être à côté de sa vie, d'être incapable justement de vivre alors qu'on voit les autres se mouvoir et qu'a priori on a l'impression qu'ils ont des projets dans l'existence. Moi, j'avais pas beaucoup de projets en fait, je me projetais pas dans l'avenir, je vivais mon quotidien et donc la honte. Pénible et assez dur, ton Voilà, quotidien. mais la honte aussi, c'était finalement, ça je m'en suis rendu compte, c'était la honte aussi de vivre dans une famille dysfonctionnante. Et donc en fait, je ne parlais jamais de mon père, par exemple. J'avais honte de mon père finalement, La maladie mentale, de qui est stigmatisée au plus, voilà. Et donc en fait, légalement. une grosse crainte, c'était justement qu'on me pose des questions sur qui était mon père. Ça, c'était Mm. ma plus grosse peur. Et donc je vivais en permanence dans la peur de pouvoir, enfin, de la peur en fait que l'autre me juge et me renvoie ma propre honte parce que Donc, c'était comme garder un vilain secret, quoi, se taire. La maladie de ton père était un vilain secret qui aurait pu t'exposer au jugement, au colibet ou à laquelle on aurait pu t'associer éventuellement. voilà, c'est ça, à laquelle on aurait pu m'associer, et avec laquelle j'aurais pas su faire quoi, si ce n'est encore être envoyé au fond du trou. Et donc, pour me protéger quelque part aussi, je ne voulais pas parler des déficiences de mon père. Et je pense aussi que dans notre famille, par rapport à ma mère en particulier, les apparences étaient très importantes. Donc, on était dans un milieu d'officiers, sous-officiers, dans les forces belges en Allemagne. Donc, mon père était professeur, en fait, hein. C'est pas la souplesse à tous les étages. Donc, c'est pas la souple à tous les étages. Et du coup, oui, je pense que, en fait, on comprend très vite si ce que l'on vit en famille peut être dit ou si au contraire ça doit être tu Oui, parce qu'il y a une réputation à sauvegarder. Et ça, je pense que c'est quelque chose effectivement qui nous a été ça, le plus, c'est inculqué. l'apprentissage, Voilà. inconditionnellement. Mm. Donc il y a un conditionnement et ce conditionnement, il faut effectivement s'en rendre compte pour, dans un second temps, essayer d'en sortir, mais c'est un long chemin. Mais il y a quelque chose qui m'étonne. Tu viens de dire que jeune, n'ayant pas en fait de perspective, de projet, tu ne te projetais pas dans l'avenir en fait. Non. Tu voulais mourir. Donc la mort comme une espèce de libération de cet enfer qui était ta vie. Mm. Et il y a cette phrase dans ton livre qui m'a d'autant plus frappée que j'aurais écrit exactement le contraire. S'il n'y avait la mort, dernière entrave, j'écrirais plus librement. Alors la mort pouvait être vue comme une libération, mais là, elle est la dernière entrave. Et comme dans ton cas, écrire, c'est vivre, on peut dire s'il n'y avait la mort, je vivrais plus librement. Tu peux m'expliquer? Parce que moi, c'est le contraire. J'ai l'impression que si on était éternel, si on n'avait pas le tic-tac, tu vois, je ne ferais rien. Oui, Alors, oui, je comprends. ce paradoxe, la mort comme libération et la mort comme dernière entrave. Oui, oui, parce que je pense que j'étais à l'époque extrêmement religieux Et et donc, que c'est une espèce de jugement dernier que tu te représentais comme oui, c'est ça, c'est ça. Je me disais, je suis sur Terre et je ne peux pas, je ne peux pas vouloir mourir en fait. C'est pas dans le, plus le suicide est un péché. voilà, c'est ça. Et donc très longtemps d'ailleurs, on a dit dans l'Église que les suicidés On allaient les en enterrait pas, ils n'avaient pas droit voilà, à une cérémonie voilà, religieuse, voilà, tout comme à les fait. comédiens. Voilà. Donc tu vois, ce sont des choses aussi qui sont inculqué très 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 profond tôt, puisque voilà mes parents étaient très ancré. très cathos, ouais. Mais tu as dit ensuite, je ne sais pas si c'est ensuite, hein, parce que j'avais pas forcément, j'ai lu d'abord dans l'ordre, linéairement, et puis ensuite j'ai fait comme toi, j'ai picoré. Mm. Je lis jusqu'au jour où on écrit pour ne plus se taire, pour ne plus se terrer, pour sortir du silence, pour se déterrer, ne plus être mort-vivant, c'est un peu comme ça que tu t'es décrit, hein, jusqu'ici, là. Mettre des mots fait du bien, mais ne suffit pas. Alors, ça ne suffit pas, pourquoi et quoi d'autre? Par exemple, j'aimerais que tu me parles du rôle de l'alcool, de la part manquante que tu évoques souvent de vie, de perte de temps de vie,
de l'absence ou de la peur du désir. Là, l'écriture, donc, ne te suffit pas et je vais te citer. Alors, ça va être un peu long, mais je te l'ai dit en off, tu peux m'interrompre et parler quand tu veux, hein. Oui. Tu écris: «Certes, l'alcool est pour moi un pis-aller, mais je n'ai pas à le regretter. Il a colmaté mes brèches, m'a permis de survivre. Il est trop facile de renier celui qui vous a aidé et vous aide encore. Pour le même prix, d'autres deviennent fous ou se suicident. À prendre, je prends tout, je ne me refuse rien». De ta part, c'est une drôle de phrase, je ne me refuse rien, quitte à en mourir. Tantôt les vers m'ont aidé à moins souffrir, tantôt à pleurer de chaudes larmes, toujours à me consoler. Ils m'ont tous rendu la vie moins douloureuse, plus supportable. Voilà qui devait être dit, et je l'écris une fois de plus, un vers à la main. Décomplexé, désinhibé. Toi, Pascal? C'est parfois bon aussi pour l'écriture, une écriture libérée de ses entraves, comme si l'alcool arrivait même à annuler la dernière entrave que serait la mort à cette époque, pour toi. Disjoncter, se dissocier, renvoyer l'événement dans l'oubli, étranger, étranger à moi-même, étranger à ma famille, étranger aux autres, une même étrangeté, un même effondrement. Moi, ce que j'en comprends, c'est que l'alcool te libère, te permet d'écrire en liberté et de renvoyer ce qui fait mal dans l'oubli. Est-ce que je m'égare? Il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de lire et dans tes Il y a questions. beaucoup de choses dans ton livre, hein, je suis pour Oui, rien. mais je vais commencer par le début, c'est-à-dire que les mots, effectivement, m'ont été extrêmement importants, mais je pense que ça n'a été qu'un moyen pour essayer d'aller mieux. C'est-à-dire que les mots, c'est une façon de revenir sur soi, sur son passé, sur son enfance, pour essayer justement de désagréger les pierres qui, quelque part, te bouchent le passage vers la vie, vers le souffle, vers la lumière. Et donc, les mots m'ont été absolument indispensables. Mais en même temps, ça ne m'a pas suffi en ce sens que les mots, c'est me creuser moi, mais ce n'est pas suffisant en ce sens que c'est pas encore ce qui me permet de nouer le lien à l'autre. C'est-à-dire que très longtemps, j'ai cru que je pourrais m'en sortir uniquement en revenant sur mon passé. Et comme le lien à mes parents est extrêmement douloureux, le lien aux autres étant compliqué, je me suis dit qu'à un moment donné, un jour, enfin que je ne parviendrai plus jamais en fait à renouer le lien et que je pourrais quelque part m'en passer. Et puis je me suis rendu compte en réalité que c'était impossible de se passer de l'autre, que j'avais besoin du regard de l'autre, euh, qu'il euh, qu'il puisse être bienveillant avec moi, entendre mon histoire, me comprendre, éventuellement à son tour se dire, pour commencer justement à... D'ailleurs, tu écris: «L'absence de désir tue à petit feu, ne pas être vu, disparaître». Hmm. Dans le regard de l'autre, tu, mais on disparaît. Ça, nous sommes, je crois, on se retrouve tous sur cette question-là, que sans Ben, l'autre, d'ailleurs, qui nous dit qui on est? oui, Et que oui, peut-on faire? Et pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de pour qui, on se demande pourquoi et on se dit: «À quoi bon?» oui, c'est Pour ça. reprendre l'antagoniste de Gainsbourg. Oui, mais c'est vrai que en fait, quand le lien était abîmé, voire brisé, la seule manière de refaire lien avec soi, c'est arriver à un moment donné à refaire lien avec l'autre. Et donc cet autre qui à un moment donné m'a fait du mal et m'a empêché de vivre, peut effectivement m'enterrer. Mais la seule manière de sortir de cette situation, c'est à un moment donné d'être capable d'entrer à nouveau en lien. Mais là, Et tu parlais de l'alcool. L'alcool, moi, me semble faire que toi qui justement étais sous ces pierres, sous les gravats, tu dis souvent, Mhm, euh, et emprisonné, mhm, euh, tu... l'alcool te désentrave, c'est-à-dire euh, te rend plus libre d'écrire aussi, déjà de rentrer en lien avec toi-même pour exprimer à l'écrit ce que tu as besoin d'exprimer.
Oui, alors là, Tu dis que ça fait partie des mécanismes d'évitement, d'adaptation, de dissociation, conduite à risque dissociante. Tu parles d'alcool, de tabac, d'isolement, de mutisme, de procrastination, d'anesthésie des émotions, ce qui est en rapport avec, je crois, le traumatisme en tant que tel, sous toutes ses formes. oui. Mais l'alcool, ça c'est un lien complexe parce qu'effectivement, je pense que quand on n'a pas eu d'enfance, souvent, on risque de tomber dans la maladie mentale, dans la délinquance, ou bien effectivement pour essayer de rendre les choses vivables alors qu'elles sont invivables, on peut effectivement tomber dans la drogue ou dans l'alcool. L'alcool, pour moi, a Une eu, forme d'addiction. voilà. Mais j'ai très longtemps fumé aussi, et ça, effectivement, je m'en suis débarrassé, mais de l'alcool, en fait, pas complètement, en ce sens qu'il m'a aidé, finalement, oui. C'est pour ça que, de nouveau, T'en parles comme un ami qui t'a aidé et que oui, tu c'est n'hésites ça. pas, voilà, Voilà, envers lequel enfin, tu veux témoigner ta reconnaissance. voilà. Mais disons que l'alcool Et m'a qui t'aide aidé. encore, d'ailleurs. Plus jeune, l'alcool m'a aidé à vivre l'invivable pour essayer un petit peu d'oublier, euh, colmater les brèches. Et puis plus tard, en fait, quand j'ai commencé à écrire, effectivement, l'alcool m'a aidé aussi à me désinhiber justement et Voilà. à, Donc, et à- tu te et à oser finis. écrire, et à oser écrire des choses que je n'aurais pas osé écrire autrement. Mais c'est subtil parce que trop d'alcool, ça fait que Oui, il y a plus moyen d'écrire. là, Donc tu noies tous les poissons après. voilà, donc il faut un bon dosage. Donc c'est pas être alcoolisé au point de écrire n'importe quoi. C'est justement avoir un rapport subtil qui permet simplement de se laisser à un moment donné euh, aller. Donc lâcher prise et laisser quelque part l'inconscient Et s'exprimer le bon davantage. Voilà. Donc vous voilà, se libérer sans pas complètement se vautrer, quoi, et pouvoir écrire. idéalement. Alors, quand même, tu es un garçon difficile, Pascal, parce que Très. l'écriture ne suffit pas, mais l'affection non plus. Et tu Hmm. écris, l'affection que l'autre te porte non seulement ne suffit pas, mais elle t'étouffe, elle empêche de te réaliser, de sortir de ton lien de dépendance, de faire ta vie. Pourtant, tu écris aussi: j'ai subi échec sur échec à la suite d'un même effondrement, d'une même incapacité à vivre et à aimer. C'est ainsi un simple et douloureux constat, excepté écrire, tout me pèse et m'indiffère. Mais tu parles de ton impossibilité viscérale d'aimer et tu nous sors comme ça. J'ai toujours eu un mal de chien à trouver les mots pour dire je t'aime. C'est de cela que je crève. Alors Pascal, non seulement tu es un garçon difficile parce que ni l'écriture ni l'affection ne te suffisent, mais en plus, dis-moi, moi je vois une contradiction. Si tu crèves de l'impossibilité viscérale d'aimer ou de ne pas, je ne sais pas, dire je t'aime, ne me dis pas que ça t'indiffère. On ne crève rarement de ce qui nous indiffère, tu crois pas? Ouais, peut-être, mais on est plein de paradoxes, hein. Ah, Même quand on écrit, il faut mais essayer de. allons-y, justement. Il y a le non-dit, et puis voilà. À un moment donné, tu sais, j'avais en moi un tel idéal que finalement me contredire était un véritable problème. J'avais l'impression que il fallait être linéaire, on pouvait pas se contredire. Donc oui, effectivement, C'est pas je me. intéressant si c'était monolithique, aucun de nous ne l'est. Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, il y a une dépendance affective extrêmement forte par rapport à ma mère. Et Mhm. donc, systématiquement, dans mes relations avec les autres, j'ai peur justement de retomber dans cette dépendance que j'ai connue. Et donc, en fait, le problème, c'est que normalement, quand tu es adolescent, tu vas progressivement vers une autonomie de plus en plus grande et tu prends ta vie en main et tes relations avec les autres, du coup, sont assainies. Toutes tes relations Oui, enfin, sont, sont, en sont, tout sont, cas, sont, je tu dirais, peux dire, tu toi. danses, tu flirtes, tu baises, Voilà, voilà, elles parler. sont des relations, je dirais, équilibrées que tout adolescent effectivement vit. Moi, en fait, ma vie adolescente, c'est ça. J'ai eu l'impression de passer de l'enfance à l'âge adulte en ayant complètement zappé l'adolescence. Donc, c'est comme s'il y avait un Et trou. d'ailleurs, on va en reparler parce que tu as manqué beaucoup d'épisodes de ta vie. Tu parles beaucoup de vie inachevée, Bien sûr, oui, oui, bien d'étapes sûr, oui, oui. zappées. Et donc, il faut essayer de passer au-dessus du gouffre en faisant en sorte que la vie d'aujourd'hui soit vivable, alors qu'on a effectivement loupé toute une série d'expériences D'étapes, d'expériences passées, d'étapes cruciales
dans une vie, dans une existence, hein, je veux dire, Oui, de développement. de développement harmonieux, oui, c'est ça. Oui. Et tu as parlé de fantasmes, moi, je suis très sage. À propos du désir des femmes, tu dis: «À défaut de sécurité affective, j'étais incapable d'aimer les femmes que je désirais. Je les ai regrettées, fantasmées, sublimées les unes après les autres, mais l'altérité féminine me faisait peur». Et tu dis: «J'ai eu longtemps peur des femmes et je prends seulement conscience que je peux leur plaire. J'ignorais que le charme que je pouvais dégager». Alors, je note que tu écris ça au passé. Est-ce que tu t'es un peu réconcilié avec toi et est-ce que tu as enfin pris conscience de ton charme, Pascal? Ou tant mieux? Alors, alors oui, alors, je voudrais quand même juste revenir sur une petite chose en arrière parce que c'était quelque chose d'important. Euh, Par rapport justement à dire je t'aime à l'autre, ça vient du fait que tout simplement, dans ma propre famille, je pense qu'on était justement incapable de dire à ses enfants je t'aime et aussi incapable de demander pardon. Et donc pour moi, dans la vie, c'est effectivement deux choses extrêmement compliquées. Dans mes relations, c'est dire t'es quelqu'un de chouette, ce que tu fais c'est bien, Mmh. tu es aimable, et éventuellement si je t'ai blessé, je te demande pardon. Ça, ce sont des choses extrêmement compliquées parce que justement, ça n'a pas été mis du tout en place. Et donc Ces choses-là. j'ai l'impression qu'en disant ces choses-là, je vais quelque part me disloquer, quoi. C'est comme si effectivement, ça faisait partie de mon mode de survie à l'époque, de l'époque. Alors maintenant, je pense que les choses vont beaucoup mieux pour répondre effectivement à ta question. J'ai quand même l'impression, mais aussi Oui, grâce justement au lien que j'ai pu nouer avec les autres, c'est-à-dire que j'ai pu à un moment donné sortir de moi, rencontrer l'altérité. Pour moi, effectivement, la femme, c'est pour moi ce qu'il y a de plus de plus différent de moi finalement. C'est vraiment l'altérité ultime. Et c'est celle avec laquelle effectivement j'ai eu plus de mal puisque je disais que j'étais extrêmement dépendant de ma mère. Donc quelque part j'avais aussi des difficultés à entrer en lien avec l'autre sexe. oui, et Ouais. d'une façon différente du lien que tu avais avec ta mère en plus, en Oui, réinventant une relation. oui. Et puis je pense que ma mère aussi avait des, enfin je pense pas, elle était extrêmement conservatrice, autoritaire, elle avait une vue extrêmement claire sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et donc c'est vrai pour ma soeur, c'est vrai pour moi aussi. Les petites amies, les petits amis, je veux dire, c'était pas les bienvenus, quoi. Je veux dire, c'est pas avant le mariage, quoi, tu vois. Donc on J'ai était vraiment élevés. l'impression que ta mère, je veux pas dire Dieu mal d'elle, hein, mais heu, ce qui relevait vraiment du vivant et de vivre était malvenu. Ça fait Oui, désordre vivre, quoi. ça fait des ordres de vivre, oui. En tout cas, de vivre différemment de la manière dont elle entendait ce que pouvait être pour elle la vie, quoi. Alors que je pense que fondamentalement, elle était malheureuse de par sa propre histoire. Mais d'ailleurs, dans ce livre-là, Elle est tenue à une structure très, très rigide. Elle devait se tenir elle-même à une structure très, très rigide, ta mère. elle s'est construit effectivement un monde aussi, un monde mental qui n'est pas effectivement un souffle de vie, je dirais. Mais C'est pas gêné. mais c'est vrai que ça c'est peut-être aussi un aspect du livre dans lequel tu pioches quelques phrases, c'est que et ça s'est passé en fait au bureau à un moment donné, j'étais tellement justement encore étouffé, tellement mal que j'avais besoin d'écrire des mots sur ma mère justement. Et là, il y a quand même quelques pages qui peuvent paraître extrêmement dures, mais qui sont aussi une façon de me distancier d'elle justement et de couper le lien toxique, le lien mortifère pour reprendre ma vie en main. Parce que très longtemps, je me suis rendu compte, enfin très long, oui, enfin dans un premier temps plutôt, je me suis rendu compte que mon père m'avait impacté du fait de sa maladie. Et Mmh. la maladie mentale, le fait d'aller lui rendre visite, etc., on voyait évidemment qu'il était en souffrance, qu'il n'était pas bien, qu'il était en incapacité de dialoguer, je dirais, de père à enfant. Il était beaucoup plus compliqué pour moi de voir aussi que ma mère, quelque part, d'une autre manière, mais de manière tout aussi profonde, nous avait impacté par son incapacité à nous laisser vivre. Et Voilà, donc, par rapport à ça, j'ai eu effectivement, dans ce dernier livre, et contrairement au premier, j'ai dû revenir sur la relation qui était la mienne par rapport à ma mère. on va en reparler d'ailleurs. Mais en fait, l'étouffement, c'était des sels. Et sans doute, je peux imaginer que pour produire un tel étouffement, elle était aussi étouffée.
souvent, dans ces cas-là, on finit pas de remonter les chaînes. Non, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Et on parle d'étouffement et de désir et du coup, j'ai envie d'aborder on a commencé d'aborder ton rapport à ton corps. Corps dont tu dis: «Qui rouspète, se tord et se fait du tort». Et je lis encore une fois, tu peux m'interrompre quand tu veux. «Mon rapport au corps est blessé, il peine à se mouvoir, à danser, à respirer», ce qu'on vient de dire un peu. «Il n'aime pas être pris par la main, possédé, brimé, emprisonné, emmené par-devers lui, là où il ne veut pas, sans que son désir ne soit pris en compte. Mon corps se souvient, il répète ses peurs, d'être pris encore par la main, une main malveillante, mal aimante, étouffante». C'est la main de ta mère, sans simplifier outrageusement? Oui, oui, bah, la première main, oui, puis après il y a toutes les autres, quoi, mais il y a Ils la sont main associés. qui sont associées, oui, il y a la main originelle et puis il y a toutes les autres qui, c'est un même tout finalement. Une Mais donc, relation pris difficile par la main, rend, ce serait le risquer d'être sous emprise, oui, c'est ça, qu'on me mette la main dessus. qu'on te mette la main dessus. Ouais. Alors, dans la même note, j'ai toujours eu un problème avec mon corps et son désir, avec ses gestes et l'espace à occuper. Je comprends mieux. Je voulais me retrancher de la terre des vivants, ne pas paraître, disparaître. Impossible donc de se mouvoir avec allégresse, de danser, de rire avec les autres. Rigide, pétrifiée, mutique j'étais. Un rôle à conserver, une place à garder, une vie à subir. Prendre soin de soi ne va pas de soi. C'est d'un retournement qu'il s'agirait, d'une autre vie. Mettre un couvercle sur le corps. Le corps ne ment jamais, mais je lui mens. Alors là, tu es même carrément dissocié de ton corps. Ton corps est un autre que toi. Lui, c'est celui qui ne ment pas. Et toi, c'est celui qui lui ment. Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, cette impossibilité de réunir le corps et l'esprit. C'est-à-dire que je pense que quand on a vécu un trauma lié à un manque d'affection et une violence latente, à un moment donné, effectivement, pour survivre, on se coupe de son corps. Et donc j'ai eu un mal de chien à reprendre possession de mon corps. Je me souviens quand c'était, je crois que c'est la première fois que je suis allé tout seul en fait chez le coiffeur, c'était quand j'étais à l'université. Et à l'université, pour rejoindre le coiffeur, il fallait que je quitte mon cote. Et ça a été mentalement tout un travail pour me dire, je vais faire tout ce chemin jusqu'à chez le coiffeur pour prendre soin de moi. Et éventuellement aussi pour prendre ma place parmi les autres qui vont attendre. Et puis être coiffé et voir effectivement, et être vu par les autres en train d'être coiffé. Et donc j'avais l'impression d'être là seul, isolé, avec le coiffeur et les autres qui attendaient et qui me regardaient. Et Et pour peut-être justement, te sentir coupable de prendre soin de toi et de t'autoriser à ça. oui, mais en fait de faire part quelque part de mon propre désir, de mes propres besoins. Et puis simplement dire, Et c'est presque, enfin, presque faire une bêtise, puisque sans l'autorisation de ta mère, quoi. Hors de ses consignes. oui, 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 oui. Non, mais c'est extrêmement prégnant, hein. Je veux dire, c'est vrai que le quotidien est consciemment ou inconsciemment impacté par un vécu d'enfance que tu travailles effectivement dans les moindres faits et gestes de ton quotidien. D'ailleurs, pour pouvoir me rendre chez le coiffeur, je me souviens très bien que j'avais pas mal bu justement ce jour-là. Donc, j'étais effectivement, Mon ami, l'alcool t'y a un peu autorisé. ah, clairement. Mais c'est l'alcool aussi qui m'a autorisé. Un jour, j'avais lu dans une revue une petite annonce, une jeune fille qui cherchait à rencontrer un jeune homme, et je me souviens que c'était chez mes parents, ma mère était partie, j'ai commencé à ouvrir le bar dans le salon et j'ai bu pas mal jusqu'à ce que je me sente apte à prendre le téléphone, à faire le numéro et à tomber effectivement dans l'espoir de tomber sur cette jeune fille. Et j'avais tellement bu d'ailleurs que quand ma mère est rentrée, elle s'est rendue compte que j'avais complètement vomi. Donc en fait, ma chambre d'enfant, enfin ma chambre d'enfant, d'adolescent, en fait, Mhm.
Voilà, donc j'étais allé au lit, j'avais un mal de chien et ma mère a vu ça. Et le lendemain, elle m'a posé aucune question. Donc Silence, elle s'est pas demandé pourquoi j'étais aussi mal, qu'est-ce qui s'était passé, elle ne te l'a pas etc. demandé à toi. S'il te plaît? Tu te dis, elle ne s'est pas demandé pourquoi j'étais aussi mal. En tout cas, elle ne te l'a pas demandé à toi. Bah oui, enfin j'étais seul à ce moment-là dans l'appartement où nous vivions et il y avait que moi qui pouvais éventuellement répondre. Oui. Donc c'est te dire Pas effectivement ça. que c'est te dire que entrer en lien pour ma mère et je pense en fait qu'elle a été même effectivement dans un mode de survie et que laisser la parole à ses propres enfants, ça aurait été lui demander de revenir sur sa propre enfance, ses propres difficultés et en fait son couple, quoi. Un Oui. couple complètement dysfonctionnant, je veux dire. Elle devait être très très fragile quand même pour avoir à ce point peur. Peur de Oui, dire, peur de vivre, peur d'entendre, de savoir pourquoi tu étais dans un tel état. Euh, pour avoir aussi peur, il faut que. Ça veut dire que si on fait ça, hop, elle peut culbuter, quoi. oui, c'est ça. Il faut être soi-même très loin de ses émotions, hein. Il y a un passage qui est très dur, je trouve, parce qu'en plus, on te sent très seul. Personne ne sait les pleurs, les portes verrouillées à triple tour, les angoisses indicibles, la peur de vivre et de marcher, les pensées qui tournent fou. Personne ne sait, excepté le corps qui, jour après jour, subit les assauts du mal qui vous ronge. Hmm. Comme je ne peux disjoindre le corps du désir, et apparemment toi non plus, tu dis renouer avec le désir, cet arbre longtemps défendu. Mais pour ça, il faut aussi, peut-être, je ne sais pas, je te pose la question, ne plus être dissocié d'avec son corps. Ah bah oui, oui, bien sûr, complètement. Mais c'est vrai que très longtemps, en fait, j'ai vraiment eu peur moi-même de ne pas m'en sortir, c'est-à-dire de tomber dans la maladie de mon père, Oui, dans la folie, comme je dis pour faire bref, parce que j'ai vu effectivement mon père tomber dans la folie, dans des paroles complètement inconséquentes. Donc, j'ai vu jusqu'à la fin de ses jours qu'en réalité, il n'a jamais renoué avec ses désirs, son émotion, il n'a jamais réussi à reprendre sa vie en main. Donc moi, en tant qu'enfant, comme je suis né, que j'ai grandi dans une famille dysfonctionnante et que j'ai vu effectivement jusqu'où les choses pouvaient se dérouler, en ce compris pratiquement jusqu'au jour de la mort de mon père, je me suis dit effectivement que ma vie, ce serait pareil, que j'arriverais jamais pour le coup, à me dissocier du propre vécu de mon père. Donc et en il plus, faut, quelque part, là, tu es très incompris, hein. Personne ne sait, personne ne peut comprendre. Et tu dis, en même temps, tu viens de le dire, ton père était incompréhensible. Pendant Mhm. un moment, tu t'es chargé d'une partie de son mal aussi. Tu l'as pris pour toi, en quelque sorte, sans vouloir faire de la psy de. Je fais un peu de la psy de comptoir, mais Ah ben écoute, je pense que voir son père souffrir, oui, c'est quand même quelque chose d'extrêmement dur. Donc d'ailleurs, j'ai, j'ai mis un petit peu de temps à l'admettre, mais c'est vrai que le jour où il est mort, en réalité, ça m'a libéré, quoi. C'est que je me suis dit, il ne souffre plus, et moi-même, en fait, je ne suis plus. toi, arrêter aussi peut-être de Et souffrir. voilà, et moi, je peux effectivement reprendre du coup aussi plus facilement ma vie en main, en n'étant plus quelque part dépendant de sa propre souffrance. Donc ça a été aussi effectivement très libérateur, oui. D'ailleurs, j'aimerais que tu me parles de quelque chose. J'ai lu qu'a-t-on fait à mon corps pour qu'il soit si malhabile, pour qu'il se hérisse de colère, pour qu'il soit pétri d'angoisse, pour qu'il soit incapable de se mouvoir et de danser, ça décidément ça t'importe, pour qu'il ait si peur de marcher et de tourner le coin de la rue, pour qu'il ait si peur de l'inconnu, pour qu'il ait si peur de se risquer, pour qu'il ait si peur de revivre l'effondrement. Qu'a-t-on fait à mon corps? Et plus loin, qu'a-t-on fait à mon corps? C'est toute la vie qui a été contenue, chamboulée, anéantie. J'aimerais que tu nous parles un peu de ça. Est-ce, qu'est-ce qu'on a fait à ton corps? Est-ce qu'on a fait quelque chose à ton corps? D'abord, ça m'évoque quelque chose. Avec toi. D'abord, il y a quelque chose en fait euh,
qui est évoqué quand tu parles de cette manière-là, c'est-à-dire que pour revenir un peu en arrière de nouveau, c'est par rapport à la solitude. Euh, je pense qu'il y a, et ça m'a beaucoup perturbé, je dirais, et questionné, c'est qu'il y a des personnes qui vivent des choses semblables à ce que j'ai pu vivre. Hein. Je suis pas, même si j'ai cru très longtemps que j'étais seul à vivre ce que je vivais, je me suis rendu compte après coup qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses extrêmement compliquées, mais qu'en même temps, certains s'en sortent entre guillemets mieux que d'autres. Et j'ai compris que finalement, ce qui empêche la guérison, c'est justement d'être seul, de ne pas pouvoir entrer en lien, de ne pas pouvoir discuter avec d'autres. Et finalement, comme je te disais tout à l'heure, je n'ai pas eu la parole dans ma propre famille pour exprimer mon malheur, mon mal-être, mais en même temps, il n'y a personne autour de moi qui, à un moment donné, s'est posé la question de savoir si j'allais bien, si j'allais mal, et à qui j'aurais pu me confier. Une À- solitude à une tante, à un absolument cousin, terrible, ça, hein. voilà. Et Donc, manquer l'autre, c'est se manquer. C'est bien l'autre qui me révèle à moi-même et me fait grandir. C'est son regard qui m'humanise et me fait exister. Sans l'amour de l'autre, je meurs, et sans mon amour, il meurt à son tour. J'oscille entre nouer un lien et fuir le lien, ni trop ni trop peu. Ne pas être trop proche de l'autre tout en ayant le besoin et l'envie d'entrer en lien. Un nœud très complexe se joue à cet endroit, entre la peur de l'abandon et la peur d'être envahi. D'où ce besoin de solitude et de liberté pour éviter de rejouer le passé. Et encore, aussi, la chaleur des autres lui fait peur. Il s'en méfie, peur de l'inconnu, de ce qu'il recèle. Que cache le corps d'autrui qu'il ne veuille me prendre? Alors qu'a-t-on fait à ton corps et que cache le corps d'autrui? Mais tout ça par défaut d'amour, en fait. Tout ça parce que personne ne pouvait te dire qu'est-ce que tu as, Pascal? Est-ce que tu te sens pas bien? Pourquoi ça va pas? Finalement, le manque de parole et le problème du corps se rejoignent énormément, non? mais oui, oui, mais je pense aussi de nouveau que s'il n'y a pas une parole possible, d'abord dans un premier lien, qu'est-ce qu'est le lien de l'enfant par rapport à ses parents, s'il n'y a pas une parole possible, je pense que les parents du coup aussi ne savent pas prendre soin du corps de leur enfant, de leur petit. C'est-à-dire que l'affection quelque part, elle est canassée, elle est compliquée parce que le parent lui-même a un problème avec son propre corps, avec son propre vécu. C'est Et quand donc même je, le fondateur. Et le donc plus c'est élémentaire, fondateur. même les animaux prennent soin de leurs petits. Oui, On n'a pas besoin, ils n'ont pas lu Dolto, ils prennent oui, soin de leurs petits. c'est d'office, quoi, je veux dire, Voilà, c'est ce qui d'office. normalement relève de l'instinct. Enfin, encore qu'il paraît que l'instinct maternel n'existe pas, mais en tout cas, dans... nous sommes des animaux, hein, et les animaux, c'est rare, ça arrive, que les animaux rejettent leurs petits, mais c'est rare. Mhm, mhm. Et c'est pas de la théorie, ils n'ont pas lu des bouquins. Non. Alors, il y a une... tu parles de ton incapacité à demander de l'aide. On comprend pourquoi, du coup, puisqu'il n'y a Mhm. personne pour en donner. Alors, je me suis demandé, mais tu m'as donné la réponse presque, n'est-ce pas aussi la peur de vérifier que tu ne trouveras pas cette aide? Retour à l'enfance, père fou, mère muette, aucun parent capable d'aider, de soutenir. C'est un peu, tu viens de dire oui, hein, en fait, à ça. Oui, mais c'est aussi le fait, Hélène, d'avoir été tellement conditionnée et obligée finalement de s'en sortir par soi-même, de ne pas devoir ou pouvoir compter sur les autres, que du coup demander de l'aide, ça serait quelque chose de honteux aussi, c'est de reconnaître qu'on a besoin de l'autre, À la honte. alors qu'en réalité j'ai essayé de m'en sortir seul et que très longtemps j'espérais aussi pouvoir en sortir seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné je me suis dit non, mais puisque les autres ne veulent pas de moi, puisque je suis dans l'incapacité d'entrer en lien avec les autres, je vais devoir prendre sur moi et m'en sortir seul. Et donc, c'était très difficile, justement, de demander de l'aide des autres. Et comme autre Tu moyen dont avais quasiment été condamné à la solitude dès le départ aussi. Oui, mais donc, du coup, un autre moyen de refaire lien, de m'en sortir, de prendre soin de moi, c'était justement aussi de faire l'effort d'aller vers un psy. Ça, c'était très compliqué aussi, d'aller lui raconter mes problèmes alors que je les avais, Tu en alors que je, parles dans l'autre livre, voilà, La folie, le voilà. silence de la mer, hein, la Je, démarche. ouais.
Je l'avais raconté, À faire transpirer et à foutre une trouille folle et de s'exposer à ça, à ce ben travail-là. voilà, c'est le fait de se dire pour la première fois, de dire qu'on va mal, de reconnaître que le Il passé faut déjà n'est commencer à pas accepter dépassé. qu'on va mal pour demander de l'aide. Mais déjà, oui, et déjà, mais en fait, déjà en prendre conscience, c'est parfois compliqué. On va Ah oui. super mal, mais on se dit que c'est une réalité et que c'est comme ça pour tout le monde. En fait, Mais quand pourquoi tu es condamné et qu'il n'y a rien à y faire? qu'il n'y a rien à y faire et que finalement, c'est la vie pour tout le monde. À la limite, comme on n'a pas de point de repère positif, de relations apaisées comme exemple, on s'imagine en fait que ce que l'on vit, c'est comme ça pour tout le monde et que donc il y a pas à en sortir. Parce que je dirais que pour moi, hein, après t'avoir lu et en te connaissant de mieux en mieux, même si c'est encore un tout petit peu, tu as vécu, tu as grandi, tu es né, tu as grandi dans un milieu non seulement sans bienveillance, mais en fait dans un environnement hostile, hostile à l'épanouissement d'un enfant, quoi. Bah oui, 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 Et tout oui, oui. seul, puisque même ta sœur et toi ne partagiez pas ce qui était partagé, en fait, de fait, mais vous le disiez pas l'un à l'autre. Il y avait Oui, aussi ce silence dans la fratrie. oui, ça c'est un peu étonnant aussi. C'est vrai que c'est aussi une solitude en ce sens que, alors qu'on a les mêmes parents, on aurait pu partager ensemble certaines choses et se rejoindre et se comprendre en miroir. Finalement, alors que d'autres enfants, justement, ont eu difficile en disant, ben moi, je suis enfant unique et donc ça m'a compliqué les choses. En fait, moi, j'avais effectivement une sœur, mais ça m'a pas rendu les choses plus simples. Euh, je, je, Même parce que qu'on dise non, qu'il fallait s'en sortir seul et sans aide. oui, et peut-être que de nouveau, inconsciemment, ce que chacun vivait devait rester effectivement pour soi. Et que donc la parole était compliquée, donc elle était compliquée à tous les égards, à tous les niveaux, à tous les échelons, et donc même avec même avec sa propre sœur, on partageait des choses. Euh, Parfois, en fait, on partageait simplement ensemble ce dont on manquait. Ça, je me souviens. Et on se comparait par rapport aux autres. Par exemple, je pouvais pas mettre de basket pour aller à l'école parce que ça, c'était vraiment pas pour les gens bien comme nous. Et Non, non, donc, tu avais pas le droit. Je et connais. donc, et donc, on regardait autour de nous qui pouvait mettre des baskets, qui ne pouvait pas en mettre, et éventuellement Il y a mieux pour se sentir étranger, hein, et tout seul que de voir Mais tous oui, ces oui, enfin, baskets et en mocassins, quoi. ça a l'air idiot, mais quand on est adolescent, Ah, mais effectivement, c'est évident. le bien-être passe par la possibilité aussi de s'habiller comme on veut, Et, ça et de nous se est même sentir interdit partie d'une communauté, ne serait-ce que ses copains, quoi, ou sa classe. de faire partie d'un groupe et de se sentir bien dans ce groupe, quoi, de sentir une appartenance avec les autres et donc quelque part être comme les autres, ça fait partie effectivement de son propre cheminement aussi. Mais tu n'as pas eu d'adolescence et je voudrais qu'on Non, revienne. Et tu viens de dire le mot «manque». Je crois que le manque, là aussi, il est à plusieurs étages, mais pareil, je vais te lire quelques extraits de ton propre livre et tu m'arrêtes quand tu veux, tu interviens. «Mais pétrifiée dans mon être, je n'ai eu ni enfance ni adolescence». Là, tu écris même que tu n'as pas eu d'enfance. Tu dis: «Une vie finie avant d'avoir débuté. C'est là le tragique de mon existence, sa froide et lucide réalité». Tu dis: «Ne pas mourir avant d'avoir vécu», j'écris ailleurs. C'est exactement cela. M'arracher au dessin trop longtemps entrevu, une inaptitude à vivre, une confusion sans fin. Puis quand même, tu dis: «J'ai le droit inaliénable de ne pas crever, c'est même un devoir. Mais j'ai sacrifié tant de jours de ma vie déjà, mm. il me manque un morceau de vie. J'ai accumulé tellement de retard sur la vie, alors que l'enfant grandit, évolue, mûrit. Et cette petite chose frêle et discrète, humble et innocente, ce n'est pas rien, c'est l'histoire d'une vie, c'est mon histoire inachevée. Et parlant de toi, je suis un homme, un tordu, un chercheur de sens, pardon. Avant que j'étais un enfant, j'ai grandi sans savoir, entre insouciance et trauma. La vie m'a été donnée, mais je n'ai pas su la recevoir. Mes deux mains étaient trop fermées. J'étais un puissant fond empli de confusion. Ah,
Tu veux bien parler un peu, on l'a évoqué, mais de ce manque et de cet inachèvement? Oui, c'est un peu ce dont on a déjà parlé effectivement, mais tu sais, en fait, très longtemps, en fait, quand j'essayais quand même de dire à ma mère que voilà, on avait quand même eu un père, c'était quand même pas, c'était quand même pas simple, c'était un peu dysfonctionnant, très longtemps, parce qu'elle n'a pas souhaité faire ce chemin, mais donc chaque fois elle disait, oui, enfin bon, le passé c'est le passé, il faut tourner la page. Et donc j'ai vécu très longtemps avec ça, dans l'espoir de pouvoir m'en sortir sans devoir revenir justement sur mon passé, ce qui est absolument impossible. Et donc à un moment donné, je crois que ce qui m'a aidé dans mon parcours, c'est de reprendre cet enfant qui était en moi que j'avais délaissé. C'est-à-dire Oui, on va en parler de l'enfant, voilà. Donc de l'enfant Pascal. lui dire, tu as le droit d'exister et ce que tu n'as pas reçu, moi je vais te le donner. Donc c'est vraiment un retour pour C'est-à-dire le coup sur le passé. être le parent de l'enfant que tes parents n'ont pas su être, quoi. Oui, c'est ça. Être, Accueillir quand tu n'as pas été accueilli, prendre soin de voilà. lui quand Oui, oui, le soin et l'amour ont manqué, oui. te substituer à tes parents pour l'enfant que tu as été. Voilà. C'est de me donner à moi ce que je n'ai pas reçu de la part de mes parents. Mais bon, cet être inachevé, évidemment, c'est 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 le fait évidemment de ne pas se connaître, c'est le fait d'être en pleine confusion en permanence, c'est le fait d'être en permanence angoissé, être incapable de se laisser vivre, avoir peur d'entrer en lien, avoir peur de l'imprévu, de se mouvoir, tout ça c'est un inachèvement. Bonne liberté, non? S'il te Tu plaît? parles, tu parles en liberté et tu parles. Ah mais alors là, là évidemment, c'est du 180 degrés, ça. Je veux dire, On parle de mm, 180 degrés aussi dans ton livre. oui, oui, mais bien sûr. Enfin, Régulièrement. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs oui, révolutions. oui, bien sûr. Mais tu sais, j'ai dû sortir de la zone de confort et très, très régulièrement me Là, ce que tu dis, je dois donc sortir de ma zone de confort, oser quitter le cadre fixé. Quel cadre? Celui de ma soumission infantile. Je l'ai dit. Enfant, j'ai vécu sous le diktat de ma mère et mon propre désir n'a cessé d'être étouffé durant des dizaines d'années. Il s'agit de quitter sa zone de confort. Tu parles de se jeter dans le vide sans se retenir au bord du gouffre. C'est le pari de celui qui n'a plus rien à perdre. C'est le pari de l'insensé qui n'a plus d'autre choix. Ce n'est même pas un choix, c'est un appel désespéré à vivre enfin. C'est ce que tu fais là, entre autres. oui. Et c'est un besoin vital. De nouveau, je pense que à un moment donné, on étouffe tellement enfin, c'est pas de la vie, quoi, c'est de la survie. Donc, c'est pas viable. Et surtout quand on se rend compte que les jours, finalement, passent et que la vie passe et que quelque part, bon, bah, si on met pas fin à ces jours, il faut quand même essayer de trouver une porte de sortie honorable pour enfin vivre autrement que de subir sa vie. Donc, En être l'auteur, tu dis. en être l'auteur, bah oui. Mais donc, Tu en vas fait, être l'auteur de ta vie. Tu en es voilà, bah oui, l'écrivain, le mémorialiste, puisque ouais. d'amnésie à un moment, et que justement l'écriture, c'est contre cette amnésie. Mais voilà, je suis celui qui n'oublie pas, je suis l'amnésique qui se souvient. Voilà, Un peu. tu l'écris toi-même, hein. Et je me dis, là, on était un peu dans le passé, mais quitter sa zone de confort et sauter dans le vide, c'est pas du passé, c'est un truc qu'il faut refaire tous les jours. C'est un cheminement. Enfin, qui ne... Par exemple, là, tu fais ce saut dans le vide ou tu quittes ta zone de confort aujourd'hui. Il y a eu d'autres fois, d'autres plus, certainement beaucoup plus radicales et cardinales. Mais c'est pas, j'ai une bonne fois pour toutes quitté ma zone de confort ou sauté dans le vide et maintenant, hop, Ah non, 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 non. un truc hein, qu'il faut. D'ailleurs, C'est, on se dit en riant off, là, on est tous les deux puceaux parce que je n'ai jamais interviewé quiconque et toi, tu n'as jamais été interviewé. Donc, on a tous les deux quitté notre zone de confort et sauté dans le oui. vide. Et je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut. Voilà, on ne peut pas se dire que ça, c'est fait et on n'en Non. parle plus. C'est toujours à refaire. Ouais. Ce sont des prises de conscience successives pour, pour voir justement où sont encore les nœuds, où sont encore les entraves et pour pouvoir se désentraver petit à petit de ce qui continue justement à nous poser problème et nous empêcher de vivre pleinement notre vie. Donc c'est vraiment un chemin, mais c'est vrai qu'il y a eu
d'autres Alors pri qu'à un moment, tu n'existais pas. Me suis longtemps tue. Ma mère parlait pour moi. Ses désirs étaient les miens. Elle savait ce qui était bon et juste pour moi. Elle existait à travers moi. Elle réalisait enfin son enfance perdue. Moi, je n'existais pas. oui, c'est ça, je n'existais pas, donc J'arrive de la non-existence à là. oui, à la prise de parole. Et la parole, Et donc c'est à une prise de liberté, nécessairement. ah bah, clairement, oui, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, là, on rompt les amarres et on est effectivement enfin capable de penser, d'agir et d'aimer On par rompt soi-même. avec la honte aussi. On s'autorise. Et oui, oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. En fait, à un moment donné, je pense que très longtemps, évidemment, j'avais l'impression que les autres me voyaient comme moi je me voyais. Et à un moment donné, petit à petit, je me rends compte que j'ai de moins en moins une image de moi, ce qui me permet effectivement d'être pleinement présent dans les moments que je vis, parce que je ne suis plus en train de me dire, oh là, qu'est-ce qu'on va penser de moi, le jugement, la honte, la culpabilité de dire les choses, enfin, tout ce qu'on a connu. Enfin, le désamour de soi mène à ça. En plus, on projette, on se dit que puisqu'on ne s'aime pas, il n'y a aucune raison que les autres nous aiment. A priori. Exactement, oui. Mais C'est c'est vrai une que, situation rapide et violente oui, qui fait beaucoup de mal. Alors, il y a un extrait, tu dis juste regarder sa vie en face, regarder sa mère en face. Ça m'a beaucoup interpellée et encore plus depuis qu'on a commencé à en parler, parce que dans cette phrase, tu associes la vie et la mère. Alors que le plus souvent, quand tu évoques ta mère, elle est associée au mortifère. Par exemple, dans la phrase, le lien à ma mère était morbide, j'avais les ailes brisées, incapable d'autonomie. C'est ce lien qui a rendu tous les liens inextricablement compliqués, en particulier vis-à-vis des femmes. Mais là, tu dis regarder sa vie en face, regarder sa mère en face. Comme si la vie est la mère, alors que ta mère est très associée mhm, plus à ce qui relève de la mort que de la vie, voire d'une espèce de meurtre symbolique de toi ou de ta sœur. mhm. Ça La m'a vie, étonnée. Cette phrase a clignoté étrangement. mhm. Elle a peut-être fait écho en toi aussi, je ne sais pas. Chaque lecteur recrée le texte qu'il lit. Voilà. Non, mais Mais c'est vrai que la mort, lapsus, la mère est associée à la vie en euh, principe. joli lapsus. Bon, La là, mère, tout est dit. ouais, Merci, l'inconscient. ouais. L'inconscient de La- Pascal. voilà. Mais la mère, effectivement, est associée à la vie. Moi, d'un côté, évidemment, à un moment donné, je vois ce que c'est la vie. En tout cas, je l'idéalise, mais je vois quand même que je ne suis pas dans la vie. Et le fait, évidemment, de regarder ma mère en face, c'est effectivement me rendre compte en fait qu'elle nous a pas donné ce qu'elle aurait pu ou dû nous donner et qu'effectivement elle n'est pas celle qui veut passer pour une bonne mère en fait, c'est ça. Voilà. Je pense Et sur toi, tu elle es s'est mal, toujours dit parce qu'on je y revient. suis je suis une mère parfaite, j'ai tout fait pour vous, vous êtes ingrat. Non, il y a un moment donné, il faut effectivement se rendre compte que sa mère a été déficiente et que même si elle ne le reconnaît pas, soi-même, il faut pouvoir mettre des mots sans attendre qu'elle reconnaisse ses propres difficultés. Ça, je pense qu'à un moment donné, j'ai Autrement, longtemps, tu portes en toi le fardeau de la culpabilité d'être malheureux, quoi. oui, et puis longtemps, Ah, bien, ça, longtemps, eh oui. et puis longtemps, j'ai attendu en fait qu'elle reconnaisse ses torts. Je veux dire que j'avais l'impression que je ne pourrais pas vivre ou que je me refusais de vivre tant qu'elle n'acceptait pas effectivement notre propre vécu d'enfant, c'est-à-dire notre propre souffrance. Elle laisse Puis, son aval et sa reconnaissance. ouais. Et ça, je me suis Et rendu compte à un moment donné que c'était pas la peine, que ça ne viendrait jamais, et que donc je devais vraiment couper aussi cette attente-là, et du coup faire mon chemin, faire par toi-même, encore une fois. faire par moi-même. Ouais. Mm. Oui, c'est essentiel. Mais donc c'est vrai que du coup, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, voir son père malade, à un moment donné, ça m'a sauté au visage, surtout quand j'ai été le voir sur la fin. Mais ma mère, c'était beaucoup plus compliqué à décrypter parce qu'évidemment, elle refusait de voir et de dire. Elle cachait et elle fermait les yeux. Tu dis Voilà, d'elle, c'est l'été, les trois petits singes. ouais, ben Rien oui, entendre, ne rien voir, ne rien dire. mais oui, comme dans beaucoup de familles, je pense, c'est une réalité. Oh, le non-dit des familles, c'est inépuisable comme sujet. Le non-dit et les secrets, oui.
Mais là, on parle de maladie aussi, hein. D'ailleurs, les familles malades, je crois que la plupart le sont. Mais tu poses, ça m'a étonnée, en fait, un diagnostic psychiatrique sur toi-même. Tu dis: «Longtemps, je me suis contraint à penser et à agir contre moi, d'où la mort du désir et les angoisses qui en sont le fruit caché. Je vis sur un chemin de crête, je pourrais basculer. Je dois me contrôler, rester vigilant, prudent, toujours un peu en retrait, je suis borderline». En quoi tu es borderline? Ah ben, vivre contre soi, c'est vivre contre ses désirs, et donc c'est vivre conformément aux attentes des autres. Et donc de nouveau en particulier par rapport aux attentes de ma mère. Donc il Pas y a faire corps avec toi, le contraire de faire corps avec toi, te renier. voilà, c'est ça. Donc il y a une tension permanente en soi entre ce qu'on a envie d'être et ce qu'on n'ose pas être. Donc L'autre a envie. il y a une lutte quoi. Il y a une lutte, il y a un combat, et cette lutte et ce refus finalement de faire corps avec soi, ça mène effectivement à des situations borderline. Ça mène à l'alcoolisme, ça mène à la névrose, hein. Je veux dire, La voilà, dépression. la religion, à un moment donné, pour moi, est une sorte de pis-aller aussi, et n'a fait finalement que de, que de me durcir, que de me couper encore davantage de moi-même. C'est-à-dire de me rendre encore plus coupable que je ne l'étais déjà à mes propres yeux. Ben, en plus, dans la religion catholique, la culpabilité, c'est quasiment une obligation. Oui, c'est ça, on est pécheur, donc de toute façon, il faut se Tu reconnaître dois pécheur en être permanence. coupable et tu dois Voilà, souffrir. Et voilà, ça fait tu partie de veux la être bien rédemption. classé au paradis, si tu veux être premier de la classe. Oui, Alors, est-ce que voudrais, j'aimerais qu'on écoute comment tu parles de toi, enfant. Ça t'ennuie pas? Parce qu'on non, revient sur. Alors, tu dis à ta mère, je pense, hein, tu as fait de moi, on en a parlé, un enfant trop sage, beau d'aspect et malheureux au-dedans. Tu m'arrêtes quand tu veux, hein. hmm, J'ai toujours été trop sage, garrottant tout désir. Garrottant, c'est ça. Chemin désarmé où je me vois, tel que je suis, pauvre et raté. Tu as dit tout à l'heure que tu te vivais comme un raté, entre parenthèses, que tu t'étais vécu. Enfant esselé, perdu dans le brouillard au milieu de la nuit. C'est très sombre, tout ça. hmm, Et encore plus sombre, dans la prison ou la boîte noire, il y a ce petit enfant recroquevillé qui n'a pu grandir, cette enfance qui m'empêche de grandir. Retrouver l'enfant en soi, l'autoriser à vivre, c'est ce que tu disais. hmm. J'écris pour me relever de l'enfance. Alors, il faut à la fois autoriser cet enfant à vivre, mais il faut se relever de l'enfance que l'enfant a vécue. C'est Complexe, sacré quadrature, c'est complexe. C'est c'est complexe. complexe. Et oui, et en fait, c'est vrai. Enfin, je veux dire, les 2 sont nécessaires pour vivre. Oui, mais il faut se, Repousser oui, l'enfant, en fait, de l'enfance qu'il a vécue, quoi. ouais. Mais il faut Le sortir. sauver de l'enfance qu'il a subie, parce qu'il l'a subie plus que vécue, finalement. Oui, c'est ça. Il faut reconnaître qu'on est effectivement tombé dans le fond du gouffre, et il faut à un moment donné se dire que, contre toute espérance, contre toute attente, il est peut-être possible malgré tout d'en sortir. Et ça, je me souviens très bien que, à l'âge de 40 ans, alors que je marchais dans la rue, c'était à proximité du palais de justice, à Bruxelles, je me suis dit à un moment donné, tu vas arrêter de te fouiller en permanence et tu vas réellement maintenant te prendre au sérieux. C'est-à-dire que En ça va, considération. oui, mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, ça occupe tes journées. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, tu vas essayer de mettre en place d'autres choses, d'autres habitudes. Tu vas sortir de tes conditionnements. Et donc, tu vas prendre effectivement un peu de liberté. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sortir de ta zone de confort. Et Mmh. donc, commencer dans des petites choses d'abord, mais à prendre la parole. Et le Et petit pas de côté dont souvent on voilà, parle. oui, mais un pas en entraîne un autre. Je veux dire, Ah, exactement. ce que je fais évidemment aujourd'hui avec toi, pour moi, c'était totalement impensable il y a encore quelques mois. C'est parce qu'à un moment donné, on prend la parole, on se dit ça se passe bien, on voit finalement qu'on ne retombe pas au fond du trou, et donc il n'y a aucune raison de s'arrêter là. Je veux dire, ça fait un bien fou de se libérer. Je veux dire, OK, oui. c'est Mmh. c'est une renaissance, quoi. C'est une autre vie, hein. Et en fait, les petits pas de côté sont plus intéressants que les révolutions, parce que le propre de la révolution, c'est de revenir sur elle-même, hein. Alors que les petits pas de côté, c'est pas Oui, circulaire, non, c'est c'est ça. avancer. Oui. Voilà.
Donc, Oui, c'est plus intéressant. J'avais une psy, moi, qui m'avait dit ça. Mais moi, elle m'avait dit, moi, les révolutions, je ne veux pas que ce soit une révolution parce qu'on va se retrouver au point de départ. oui, oui, Euh, tout à fait. je veux que vous Oui, avanciez par petits pas s'il le faut, mais au moins vous avancerez. Vous ne ferez pas oui. un rond. Et puis les révolutions, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais les révolutions, c'est illusoire, quoi. Je veux dire, on ne se change pas du jour au lendemain. Non. On essaye petit à petit, Regarde la Révolution effectivement. française. La démocratie est partie aussi vite qu'elle était arrivée. Mais donc, dans un être humain, c'est pareil, quoi. Je veux Personnel. dire, il faut toute une vie parfois pour s'accorder à la vie. C'est Charles Julier qui dit ça, et voilà. C'est vrai que lui aussi, il a vécu au fond du trou, et son premier journal, c'était Ténèbres en terre froide. Oui, Et il m'avait parlé là. c'était un journal qui m'a parlé complètement quand j'étais au fond du trou. Ça pourrait désespérer certaines personnes, mais se rendre compte Mal de qu'ils sont passés survie. par là, c'est important de se dire, voilà, dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression que je ne peux pas me dire, mais là, je me sens complètement en lien avec quelqu'un qui est passé par là aussi. C'est-à-dire Et on- un autre écrivain qui ne cache rien, qui est lucide sur lui-même, qui a pris pleinement conscience de ses entraves et qui les dit, qui les raconte dans un livre. C'est audacieux, ça quoi. aide à sortir de trois choses au moins, la solitude, la honte et la culpabilité. Oui, tout ce que Charles Juliet a vécu On aussi, en fait. retrouve un semblable, pas un identique, mais un semblable. Pas un identique, non, c'est ça, c'est-à-dire pas un clone, quoi, mais simplement Non, quelqu'un qui un avait frère. toujours un frère, oui, c'est Et important. c'est lié, hein. Il n'y a pas qu'avec je reviens un peu à ton enfance, mais c'est revenir à toi. Il est vrai que le lien ayant été abîmé dans l'enfance, tu peines à trouver la bonne distance avec l'autre. Trop près, tu te brûles, trop loin, tu te dessèches. Faire semblant, ce serait se couper encore de ses sentiments, de la vérité de ce qui est. Depuis, je vois les choses de loin, la vie, les autres, la mort, je m'en méfie. J'ai seulement l'angoisse qui me tenaille, j'ai conservé le manque d'amour, le sentiment tenace d'être différent de mon semblable. Nous nous sommes manqués, nous avons passé notre vie à nous manquer les uns à côté des autres. J'ai l'impression que tu es sorti de ça, c'est ce qu'on disait là. Oui, mais Un en fait, il faut pouvoir dire qui l'on est et il faut aussi quitter cet idéal qui très longtemps m'a habité, qui était de dire voilà, il faut être quelqu'un d'équilibré. Ça veut dire aussi que à un moment donné, quand je retombe dans mes failles, je me dis voilà, ce n'est pas grave. Ce sont mes fractures, ce sont mes difficultés, ce sont mes fragilités, mais elles font partie de ma vie. Et Et tu donc, les as apprivoisés en quelque sorte. je dois les apprivoiser et je dois les regarder avec bienveillance en disant, ben voilà, tu n'as plus à être honteux ou à te sentir coupable de ce que tu es. Tu dois effectivement t'aimer pleinement. Et ça, c'est super important aussi parce que justement, Être difficile. c'est un sacré passage aussi de se rendre compte à un moment donné que la fragilité fait partie de l'existence de tout être humain et elle nous est consubstantielle et qu'il ne faut pas la fuir en fait. Il faut l'apprivoiser quand effectivement elle fait trop mal, mais en même temps elle fait partie intégrante de nous. Et ça m'a aidé Ah, aussi beaucoup à cheminer ça. tu me fais penser aux fêlures, du coup, parce que Mm, j'associe fragilité et mm. fêlure, et la très belle phrase d'Audiard, j'aime les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. Il y a Ouais, de la richesse aussi ouais, dans les fragilités. c'est une phrase que Plus j'ai eu du dans mal un homme de à front comprendre. armé, je pense. C'est une phrase que j'ai eu du mal à comprendre très longtemps, mais je l'ai retrouvée également chez Charles Juliet, et donc ça m'a aidé. Ah, tu vois. Alors, pour en continuer avec les paradoxes, parce que tu es un être humain, donc riche de paradoxes. Alors, tu écris l'insomnie, c'est la peur de s'endormir. Et là, je me demande si tu n'associes pas le sommeil à la mort. C'est un peu bateau, mais c'est... Pourquoi aurais-tu peur du sommeil? Généralement, c'est plutôt la peur de ne pas se réveiller, non? Ah, la peur du sommeil, oui, la peur de ne pas se réveiller, mais en fait, la difficulté, c'est que tant qu'on est debout et éveillé, finalement, on maîtrise plus ou moins ce qui se passe, on peut encore maîtriser son cerveau, mais je veux dire, pour dormir, il faut être a priori détendu, il faut lâcher prise de nouveau, il faut que les Toi, tu as pensées... besoin d'être en état de vigilance maximum, Ouais, d'être au taquet tout le temps, en il fait. faut éviter que les pensées ne se ressassent en permanence. Mais c'est vrai que je pense en partie que cette situation d'être aux aguets est simplement liée au fait que, pour des raisons familiales,
On était effectivement en appartement, donc très peu. Enfant, j'ai dormi dans la même chambre que mon père. Je te suis bien, là? Voilà, c'est ça. Donc, tu Voilà. étais taguet par rapport aux problèmes de ton père et à ce qui pouvait arriver, Oui, oui, tout à fait. partageant ta chambre. Oui, oui, d'autant plus que voilà, c'était ma sœur qui était forcément dans la chambre d'enfant avec moi. Puis un jour, elle a quitté la chambre, elle est allée dans celle de ma mère. Et c'est mon père qui est venu en fait dans la chambre, euh, dans notre chambre à nous. Et je sais que voilà, C'était c'est parce que certainement pas sécurisant. ben, il a quitté la chambre conjugale parce qu'il était violent et qu'elle voulait plus dormir avec lui, ce que je peux comprendre. Mais du coup, c'est effectivement C'est moi pas qui ai, sécurisant de dormir avec lui, voilà, donc enfin, c'est dans moi la qui, même. donc c'est moi qui ai pris entre guillemets sur moi. En sachant aussi que justement, du fait de ses propres excès de colère, ma mère en avait peur aussi, et donc du coup la chambre conjugale était fermée à clé pour éviter justement les débordements, et c'est moi en fait qui me retrouvais dans ma chambre d'enfant avec lui. Donc c'est là Donc, aussi qu'à un moment donné on se dit il y a un problème de couple qu'ils ont résolu, que ma mère a voulu résoudre comme ça. Il elle l'a aurait été, transféré sur toi. oui, 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 mais il aurait été plus logique Tu évidemment devais de. veiller au grain même la nuit, quoi. Oui, il y a de ça, et donc c'est difficile évidemment de prendre soin de soi quand la mère est censée prendre soin de soi et finalement te laisse avec ton père, quoi. C'est pas. Oui, d'ailleurs, il y a une question que je voulais te demander, mais je ne sais plus où c'est. Par contre, donc tu parles de ça, tu dormais dans la chambre de ton père violent et malade, et qui ne se maîtrisait pas parfois. Mais le livre Vous et moi, tu dis pour la première fois, je dédie mes mots à mon père. Hmm, Alors, tu parles beaucoup plus de ta mère dans ce livre d'ailleurs. hmm. C'était un besoin, c'était un pardon, toi qui as du mal à demander pardon ou à l'accorder. C'était quoi cette dédicace? Ah bah c'est une sorte de réconciliation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je veux reprendre mon passé en main, c'est aussi accepter ce qu'il a été, et donc c'est aussi accepter les parents que j'ai eus, alors qu'évidemment j'aurais souhaité avoir des parents autres. Donc, et c'est aussi en fait se rendre compte que en vouloir à quelqu'un qui était lui-même en souffrance, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire Oui, que il n'a pas choisi d'être malade. j'ai été Donc, malade et il n'est pas forcément, je serais, pardon, schizophrène, quoi. C'est pas un non, c'est truc. ça. Mais donc Pas voilà, projectile. du coup j'ai un peu été quand même creusé sur les parents qu'il avait eus, sur les parents que ma mère avait eus, pour essayer de comprendre un petit peu quel avait été leur propre dysfonctionnement familiaux qui explique évidemment notre propre situation, nous d'enfants. L'idée à un moment donné, c'est de prendre conscience et d'éviter que ça se répète, quoi. On a toujours peur de la répétition, de reproduire ou de revivre ou de rejouer, comme tu l'écris aussi, la partie, hein. Et on a peur aussi, tu écris la peur de vivre, la peur que n'advienne le bonheur et la souffrance. Voilà l'enfer d'une vie, l'enfer sur terre. Thésauriser son talent, de peur de le perdre, c'est déjà tout perdre. Mais je ne sais pas si tu thésaurises son talent, Pascal, parce que tu écris que tu veux devenir écrivain, qu'au moins tu as cette ambition-là, et pas n'importe écrivain, dis donc, écrivain de l'universalisme, écrivain du creusement, écrivain de l'intime et de l'humain, écrivain de la parole, écrivain de la vie, c'est mon ambition. Au moins j'en ai une. Mes choix et mes désirs n'étaient jamais les bons. J'ai fini par ne plus savoir choisir et par éteindre en moi tout désir. C'est une réalité, un handicap que je traîne encore à l'âge adulte. Et là, il y a un sacré désir quand même par rapport à l'écriture. Oui, ben, c'est la C'est capacité, ambition, mais c'est un désir de fond. le désir de rejoindre l'autre, indépendamment de ses particularités. Très longtemps, quand j'étais enfermé sur moi, en fait, j'étais très fort dans le jugement, et la religion m'y aidait amplement. C'est-à-dire que je divisais le monde en deux, le bien et le mal, les hommes, Gentil les et femmes. méchant. Voilà, donc c'était très binaire. À un moment donné, j'ai dû sortir de ce conditionnement-là et me rendre compte que mes propres croyances me séparaient des autres. Donc, je ne pouvais pas évidemment admettre qu'une Elles femme. te séparent de toi, ces croyances-là, parce que c'est interdit de se dire qu'on a fait quelque chose de bien, c'est interdit de s'accorder le moindre
mérite parce que c'est de la vanité, Ouais. tout est péché et même interdit de prendre soin de soi. Et je voudrais qu'on y revienne. Tu parles de toi avec une espèce de... Tu es coupé en deux pour survivre, tu dis. Hein, et tu dis que te faire revivre, enfin, revivre le trauma a failli te tuer. J'imagine que tu l'as fait à la aussi en analyse, pas que dans l'écriture. Tu dis affirmer que j'ai un double visage, c'est me renvoyer à la fracture, à l'époque où je vivais divisée pour survivre. Comment vivre dans le monde si l'on se sent à l'écart de soi? Tu parles de sentiment d'étrangeté, de déconnexion et de dépersonnalisation, comme si la victime devenait spectatrice de la situation puisqu'elle l'aperçoit sans émotion. Et là, tu dis, je n'ai jamais su prendre soin de moi, je dois prendre soin de moi, rechercher le silence, me construire un abri indestructible. Je ne suis pas encore prêt à prendre la parole. Ben si, c'est fait. Je manque encore de recul, de profondeur et de sérénité. Et là, je te répondais en te disant, mais Pascal, comment prendre soin de soi quand on est à l'écart de soi et qu'on a envers soi-même ce sentiment d'étrangeté et que c'est la vie que je vis qui est mensonge et irréalité, c'est à cause de la fracture, ce n'est pas le vrai moi, ce n'est pas normal et ce n'est pas ma faute. Tout ça est quand même très douloureux, voilà, même si enfin tu reconnais que ce n'est pas ta faute. Mais j'ai décidé de t'embarquer un peu sur un chemin un peu plus lumineux. Je me Ah, suis dit, tiens, parce que tu es fatigué de tout ça, c'est très fatigant. C'est pire que fatigant. Quelquefois, c'est presque mortel. Tu mhm. aurais pu en mourir. Mais tu écris quand même, dans le même temps, je vis, je pleure, je suis émue. Où est l'indifférence? Voyez, les sentiments se sont frayés un passage. J'ai connu l'oppression, je veux connaître la liberté. La pitié, la compassion, l'amour ne m'intéressent pas, seulement la bienveillance et la compréhension. Mais, donc c'est plus lumineux là. Là, on te sent reconnecté à des émotions. Mais pourquoi est-ce que je doute après t'avoir lu que l'amour ne t'intéresse pas? Surtout que tu dis, bon, aimer, ce n'est pas logique, demander pardon non plus, difficile sans l'émotion, l'empathie, la bienveillance à l'autre, difficile de donner sans avoir d'abord reçu, difficile de faire corps avec l'autre, après avoir fait corps avec toi, hein. Mais là, tu dis qu'aimer n'est pas logique, tu ne dis pas que l'amour ne t'intéresse pas. En réalité, dans ce livre, tu parles beaucoup d'amour qui a manqué, l'amour avec tes parents, l'amour avec les femmes, l'amour non reçu est difficile à donner, mais ça donne à l'amour une immense importance. Ton livre, dans l'amour et le manque d'amour ou l'amour mal donné ou mal reçu, a l'air d'énormément t'intéresser. Oui, J'ai oui, deux t'as livres raison. de préférence, carrément. C'est le livre- Oui, non, mais forcément, c'est vrai que dans le fond, ça intéresse tout le monde. Le gros problème, évidemment, c'est d'être mal aimé ou de mal aimer. C'est ça, en fait, et donc, il y a toute cette ambiguïté autour de ça, toute cette difficulté de passer du non-amour, à l'amour sans justement retomber dans une situation de dépendance affective. On en revient un peu à ce que je disais avant. Je pense que pour quelqu'un qui n'a pas connu, je dirais, l'amour gratuit, hein, parce que je t'aime à condition Oui, que je tu, t'aime, c'est gentil, oui, voilà, gentil. donc voilà, je dis, donc, je pense que très longtemps, quelqu'un qui a vécu dans ce type de relation a très peur dans les autres relations de revivre quelque part une relation qui est de nouveau également ambiguë, conditionnelle. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas des personnes qui ne sont pas suffisamment en phase avec elles-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas repris complètement corps de leurs émotions et qui n'ont pas nettoyé, je dirais, leur passé, c'est que souvent, elles risquent de retomber sur des personnes qui, justement, vont leur faire revivre des choses qu'elles souhaiteraient ne plus revivre. Alors là, Euh, j'entends la douleur, de la peur, mais je persiste, je n'entends pas du désintérêt ou de l'indifférence. Bah non, il y a pas, il y a pas de désintérêt, non. Enfin, il y en a, Ouais, peur et manque. Donc il y en a, cette phrase me sonne pas juste à mon oreille. mais disons qu'elle a été écrite aussi à La un moment la où, compassion, voilà, l'amour ne m'intéresse pas, ça, ouais. Ben, elle a été écrite, j'ai envie de dire, elle a été non, écrite mais
elle a été écrite dans un certain état d'esprit, hein. Je pense que quand on écrit certaines choses, c'est aussi en fonction de qui on est à ce moment-là. Et on n'est pas forcément en mesure de se projeter dans l'avenir et de savoir ce que l'on veut exactement. Donc, on écrit en fonction de ce que l'on vit et de ce qui nous semble, je dirais, le plus important comme nourriture au moment présent pour essayer justement de sortir du gouffre de la fracture. Et donc, en fait, chaque pas aussi ouvre de nouveaux horizons. Donc, ça permet aussi de voir les choses de manière complètement Bien sûr. différente. Et Voilà. heureusement, on Et avance. heureusement. Et d'ailleurs, pour poursuivre, je ne vais pas te lâcher sur le versant lumineux. J'ai mis 10 ans à remonter de l'enfer, je n'ai plus peur de la mort, écris-tu. Mais dirais-tu aussi que la vie te fait moins peur et que c'est la raison pour laquelle tu n'as plus peur de la mort? Parce que moi, je crois que les gens qui ont le plus peur de la mort sont ceux qui ont le plus peur de la vie, hein. Dirais-tu que tu n'as plus peur de la mort parce que tu as moins peur de la vie ou parce que tu n'es plus empêché de vivre? Parce que souvent, quand on a l'impression, le sentiment, et ça peut être un vrai sentiment, d'avoir manqué de la vie, on se dit qu'il faut rattraper cette vie manquée, cette vie perdue. La mort devient terrifiante. On se dit qu'on n'aura pas le temps de récupérer cette vie perdue. Si on a l'impression qu'on n'est plus empêché de vivre, qu'on se remet à vivre, il y a moins ce sentiment de gâchis peut-être et moins la peur de la mort. Oui, je dis d'ailleurs à un endroit que euh, je voudrais vivre avant de mourir. C'est-à-dire, je ne veux pas Oui. mourir sans avoir vécu. Voilà. Et je pense qu'il y a vraiment de ça, c'est de se dire, je suis là sur Terre, donc je vais quand même Voilà, faire on ma a vie. peur de la mort si on meurt s'il s'agit de mourir sans avoir vécu, quoi. Voilà, c'est important. Et je pense Ouais, effectivement que plus je vis et moins j'aurai peur de la mort. Je pense que les deux sont vraiment en voilà. connexion extrêmement intime. Oui. Parce Ouais. que alors, à ce moment-là, on a l'impression quand même de s'être réalisé quelque part. Et puisqu'on est là sur Terre, pour moi, l'idée, c'est quand même d'essayer de vivre quelque chose de personnel et qui nous fasse vraiment vivre. Et puis après, voilà, le reste Pas à nous... l'économie ou en tes horizons. Voilà, exactement. Le reste ne m'appartient pas, la mort ne m'appartient pas. Par contre, la manière de vivre maintenant, ici et maintenant, ça m'appartient. Et ça, je veux dire, être malheureux, être en souffrance, ce n'est pas agréable, ce n'est pas, ce n'est pas Ah non, désirable. non, non. À part pour les Donc, masochistes peut-être, mais voilà, c'est ça. Donc, je pense encore, ça en fait un bonheur. Donc, mais donc, à un moment donné, je pense que on a envie de se réaliser, et pour se réaliser, effectivement, il faut reprendre corps. Il faut vraiment que l'esprit et le corps, à un moment donné, puissent à nouveau s'unifier. Et proche de l'autre. À oui, rien d'humanité m'a pénétré. Elle a rempli le vide, la froideur du dogme, la peur de l'autre. L'autre, c'est moi aussi, un peu, parfois. Voilà pourquoi j'aime les esprits fracassés. On revient à la fêlure qui laisse passer la lumière, là. Il y a la oui, fraternité les entre tous gens les, entre tous les, frères, entre tous les fêlés. entre tous les fêlés. Mais je pense que c'est là justement qu'on se rejoint. Je pense que très longtemps, évidemment, je me suis dit que ce que je vivais était absolument indicible et du coup impartageable. Alors qu'en réalité, c'est au moment même où je parle le plus de moi que je rejoins le plus l'autre aussi, dans son intimité, dans son vécu. Et donc c'est là évidemment que je me dis, mais quel gâchis de ne pas oser quelque part se révéler parce que l'autre en fait n'attend peut-être que ça et l'autre libérera sa parole à mesure que tu libères la tienne. On- Juliette a fait pour toi. oui, on voit bien aussi avec le mouvement MeToo, la libération de la parole c'est capital, mais il faut des précurseurs, il faut des gens qui aient l'audace de dire. En tout cas, je te remercie parce que comme j'ai un esprit un peu fracassé, c'est sympa de voir que tu aimes les esprits fracassés. C'est pour ça qu'on est là. Alors, tu dis aussi, on est là aussi hein, pour ça, hein. Rompre le silence n'est pas trahir, c'est se sauver. On est là pour ça aussi, je crois. Ah oui, oui, c'est surtout pas trahir, même si très longtemps on pense qu'en parlant on Non, va parce que trahir. rompre le silence, c'est pas rentrer dans la délation, c'est pas ça. C'est Non, des non, choses c'est pas ça. différentes. C'est, c'est oser simplement dire ce qu'on a vécu soi. Et ce qu'on a vécu soi, effectivement, est intimement lié, évidemment, à ce que les autres nous ont fait subir, n'ont pas été capables de nous faire vivre. Ça, c'est...
Donc on est de nouveau en interconnexion pour le Et meilleur et pour le dire pire. ce qu'on en a fait avec ce matériau-là, comment on en arrive ailleurs. Ah ben ça c'est l'idéal évidemment. Je veux dire, Ben, être rejoint dans l'abîme de l'autre, c'est une chose, mais se rendre compte évidemment que l'autre, après de passer par l'abîme, a vécu autre chose, c'est aussi un espoir pour soi. ce n'est pas qu'un Et ça c'est idéal. capital. Je vais lire un peu de Pascal Hubert. Je parviens mieux à rejoindre autrui, et la femme en particulier, celle que j'ai fuie si longtemps. J'avais peur de sa différence, du désir qu'elle suscite. J'avais peur d'entrer en relation avec l'autre sexe. Immense plaisir de voir que cette peur m'a quittée. Et encore, je me réconcilie avec l'enfance. Je vis ce qui m'était rigoureusement impossible, la prise de parole, la légèreté d'être, la liberté de penser et d'agir, le plaisir de la rencontre. Je gagne en souplesse d'esprit, je passe de l'enfermement à l'ouverture aux autres. Les mots des autres éveillent les miens. Je dois tant aux rencontres, elles m'auront tiré de moi. C'est pas un Mhm. idéal, c'est une réalité. Ah oui, oui, c'est une réalité. Mais c'est vrai que autant je disais tout à l'heure que l'altérité me faisait peur, et l'altérité pour moi, j'ai envie de dire la Le pire problème de altérité, la c'est les femmes. la plus dure, c'était effectivement par rapport aux femmes. Autant maintenant, je suis vraiment heureux de me rendre compte que mes meilleurs amis sont des femmes, en fait. Donc là, on est de nouveau passé à 180 degrés, voilà. C'est tellement bien les autres. Mais Plus oui, ils sont, mieux c'est. oui, et puis ça permet aussi de relativiser ses propres soucis, ça permet de se déconditionner en disant, tu sais, ce que tu pensais être vrai, finalement, il y a d'autres qui vivent les choses mais complètement différentes et c'est tout aussi vrai pour eux. Donc, c'est C'est aussi une pas façon parce de... que, on est une femme ou un homme, enfin, que c'est une femme et un homme qui se parlent, on se rejoint pas moins, Non, mais je veux dire aussi par là que ton vécu n'est pas le... avec quelqu'un de l'autre sexe qu'avec quelqu'un du même, hein. Ouais. Mais je veux dire aussi que tu peux avoir un vécu complètement différent du mien et on peut effectivement se rejoindre sur l'essentiel. Et moi, ton vécu, même très différent du mien, m'enrichit aussi, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire C'est que un, avant, j'étais dans mon monde à moi et de nouveau, le mal et le bien étaient très clairs dans mon esprit. Il n'y avait pas à en sortir. Et donc, au jour d'aujourd'hui, quand je vois évidemment des personnes qui sont extrêmement libres par rapport à leur sexualité, qui ne veulent pas d'enfants, qui n'ont pas envie de vivre en couple, je peux le comprendre. Je peux même trouver, voilà, non mais c'est vrai. Alors qu'avant j'étais contre l'avortement, j'étais contre contre les relations sexuelles hors mariage, etc. Enfin je j'arrive reviens même pas à imaginer comme ça. je reviens vraiment de très très loin. J'étais vraiment vraiment très fracassé et oui, c'était vraiment une névrose religieuse aussi que dans laquelle je vivais. Ça, je m'en suis rendu compte. Ça peut aussi Et ça rendre fou la fait religion, hein. beaucoup dans le. Enfin, puis on en a beaucoup parlé, mais tu l'évoques aussi dans La folie du père, le silence de la mère. Mm. Et on va finir parce que on a décidé qu'on jouait à l'arroseur arrosé, n'est-ce pas? Et tu sais, j'avais fait, enfin, Anne Condomine m'avait interviewée et comme dernière question, elle m'avait demandé si j'allais vers la lumière. Et toi, Pascal, comme c'était un vilain garçon, à notre première entrevue, tu m'avais demandé si j'allais vers la lumière. Alors, je te pose la même question, mais j'ajoute, est-ce que tu te sens plus vivant? Est-ce que tu fais plus corps avec toi? Et est-ce que ça va mieux avec les autres? Ouais. En fait, là, je vais quand même revenir sur Charles Juliet parce que c'est vrai que d'autres écrivains, et ça m'a beaucoup touché aussi, c'est-à-dire qu'ils m'ont beaucoup aidé, mais en même temps, ça se finissait mal. Sylvia Plath, si je ne m'abuse, Ah bah oui, fini a la fini, tête dans le four à 32 ans, oui. voilà. Et donc, je voulais pas forcément Pas une finir peu comme heureuse. ça. Je voulais pas forcément finir comme ça, ni comme mon père. Donc, je me suis plutôt accroché à des personnes qui, après avoir vécu l'effondrement, avaient effectivement, allaient plutôt vers la lumière. Et c'est ce qui m'a aussi tenu la tête hors de l'eau, Et survivant en plus. c'est de me rendre compte que Charles Juliet, justement, avec son premier livre, Ténèbres en terre froide, où il parlait pratiquement de suicide à chaque page,
étaient finalement devenus capables d'aller vers la lumière. Il y a un livre qui s'intitule notamment Lumière d'automne. Donc voilà, et apaisement aussi, son livre Apaisement pour moi est un sacré changement, une sacrée mutation, parce qu'il parle de mutation. Et je vois effectivement aussi moi la vie comme étant une succession de mutations. Oui, Et donc je pense que oui, effectivement, je vais vers plus de lumière. Maintenant, il faut être honnête avec soi-même aussi. Je ne suis pas un gars qui est absolument équilibré à 100%, qui est bien tout le temps, qui on n'est plus connaît, besoin, toi, tu les présenteras. qui n'est plus besoin de boire de temps en temps un bon verre pour un petit peu se, s'apaiser, En fait, le chemin, c'est clair. ou même pour écrire. Mais oui, en fait, mais c'est de nouveau pour moi une vie entre guillemets réussie. C'est une vie où on peut se désentraver, où on peut entrer en lien, faire corps avec soi et du coup entrer en lien avec les autres. Et ça, je veux dire, par rapport évidemment à ce que j'ai lancé il y a maintenant quelques semaines, le fait de faire des vidéos avec d'autres, des personnes que je ne connais pratiquement pas, mais avec lesquelles je parviens à entrer en lien, je trouve ça passionnant. C'est ce que j'ai fait au tout début avec toi. C'est quelque chose qui me paraissait complètement insolite et même saugrenu de prendre contact avec une inconnue pour lui dire, tiens, t'as pas envie de faire une vidéo avec moi, quoi. Je veux dire, Ah, ça a commencé. bah oui, voilà. Mais donc, Alors, on peut peut-être se dire que là, on a vraiment vécu un vrai moment de vie. oui, 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 au point où je pense des personnes se disaient, mais enfin, vous connaissez déjà, parce que c'est pas possible d'être aussi en lien, justement. Euh, voilà, c'est pour moi, effectivement, ce qui est le plus beau, c'est d'entrer en lien avec l'autre et de se dire qu'à un moment donné, c'est capable, contre toute attente. Et décabossés entre eux, peuvent vivre pleinement de beaux moments, quoi, quand même, hein. Ah ben, en plus, je pense honnêtement qu'ils sont les plus authentiques quand ils ont fait un chemin, un retour sur eux-mêmes et qu'ils savent par où ils sont passés. Ils sont plus dans le déni, ils sont capables de parler du plus profond d'eux-mêmes. Et ça, c'est la seule façon de se rejoindre soi et de rejoindre les autres. C'est ce qu'on a fait. Eh bien, Pascal, je Ouais. te remercie infiniment d'avoir pris la parole. Ben, Merci. merci à toi.